À Panem 360, ici Alain Brunet, je rencontre aujourd'hui David Jalbert. David Jalbert, qui est un soliste émérite, qui a déjà une très bonne carrière derrière lui et qui est professeur émérite à l'Université d'Ottawa. Il dirige le secteur piano carrément. Ça peut pas être plus dans son élément. Alors, David vient de lancer cet automne un nouvel album chez Atma Classique qui survole quelques pièces très importantes de Prokofiev. Bonjour David. Bonjour. On s'est déjà parlé à quelques reprises au cours de ta carrière dans les dernières années, et on n'avait jamais parlé de Prokofiev. Et Prokofiev, c'est sûr que pour un pianiste, c'est un élément fondamental de la musique moderne et enfin post-romantique, début moderne. C'est un incontournable. C'est un des très, très grands compositeurs russes. À mon sens, c'est dans mon top 3 de toutes les périodes de la musique russe, mais c'est personnel. Shostakovich, Prokofiev, et qui serait l'autre? Tchaïkovski, je dirais. Et donc, voilà. Et donc, ce nouveau défi est très intéressant. Et maintenant, ce qui est très intéressant aussi, c'est d'avoir ton propre point de vue sur la démarche, sur le défi, les défis des exécutions de ces œuvres-là. Enfin, toute la préparation, le choix et l'enregistrement studio et éventuellement, bien sûr, la livraison sur scène. Alors, Euh, commençons par le début. Bien d'accord. Ce dernier album, en fait, complète la trilogie de l'intégrale des sonates pour piano de Sergei Prokofiev chez Atma Classique. Ça s'est décliné en 3 disques. J'ai commencé le processus au début des années 2020. Et puis, on en est maintenant au dernier disque qui est paru le 12 septembre et qui contient les 2 dernières sonates, donc la sonate numéro 8, la sonate numéro 9. Et pour compléter, comme on a du Prokofiev en mode vieux bonze un peu avec la 9e sonate, j'ai voulu contraster avec les Sarcasmes opus 17, qui est une œuvre de jeunesse qui montre Prokofiev à son plus punk, si vous voulez. Donc, on a le Ah, c'est drôle, contraste c'est de donc le début et la fin. le début et la fin, voilà. Mais souvent, il y a beaucoup de liens entre le début et la fin dans une œuvre complète. Parfois, la fin ressemble au début, même si elle est plus sophistiquée. L'esprit du début est là. J'imagine que tu as choisi ces œuvres-là pour des raisons qui pourraient s'apparenter à ce que je viens de dire. En fait, c'est que ça crée de la variété, mais effectivement, on reconnaît Prokofiev à travers les sarcasmes, on le reconnaît encore dans la 9e sonate, même s'il s'est assagi, même s'il y a une sorte de profondeur un peu brahmsienne qui s'est ajoutée à son type d'expressivité, en fait, qui devient beaucoup plus lyrique, un peu plus calme, en fait, parce qu'évidemment, Jeune Prokofiev, là, en termes d'énergie, en termes de virtuosité, c'est dur à dépasser. Tout ça est encore là dans la 8e sonate, qui est un monstre, en fait, un cheval de bataille en concours, une œuvre d'une virtuosité absolument terrifiante, je n'hésite pas à le dire. Je viens de le jouer à la salle Bourgie il y a quelques semaines. C'est toujours un grand défi, mais c'est tellement excitant. Euh, mais entre la 8e et la 9e sonate, il y a toute une période quand même dans la vie de Prokofiev qui contient aussi 2 ACV, en fait. Donc, sa santé a décliné, il a cessé de voyager. Et puis, on sent ça dans le changement de ton entre ces 2 dernières sonates. Mais entre déjà la 8e sonate qui est en 1944 et les sarcasmes qui datent de l'époque du Sacre du Printemps et même avant, donc 1911-12, même si le langage change un peu, on reconnaît notre Sergei Prokofiev, c'est sûr. Oui. Et dans les compositeurs que tu interprètes, évidemment, tu as une vaste palette. Tous les pianistes de concert explorent le langage du 19e et du début 20e, à tout le moins, jusqu'au milieu même. Mais évidemment, chacun a des préférences. Et donc, Prokofiev, pour toi, est sûrement au sommet ou, enfin, partage le sommet avec d'autres. Ah, c'est sûr que je me suis engagé à faire tout ce projet Prokofiev et bon, cette année, à faire en 3 récitals l'intégrale des sonates à la salle Bourgie. Il faut aimer ça, c'est sûr. J'ai joué les concertos beaucoup aussi.
J'ai enregistré Roméo et Juliette plus tôt avec un album de ballet qui contenait aussi Petrouchka de Stravinsky. Je trouvais que ça faisait un beau mélange. Donc, c'est sûr que moi, le langage de Prokofiev, ça m'a toujours parlé. En fait, même gamin, euh, c'est étrange parce que pour plusieurs jeunes pianistes, en fait, à un âge de l'enfance, finalement, c'est beaucoup Tchaïkovski, Rachmaninoff, Beethoven, Chopin qui va motiver les jeunes à vouloir poursuivre le piano, à vouloir devenir meilleurs. Pour moi, c'était déjà Prokofiev. À 12 ans, il faut que je devienne assez bon pour être capable de jouer les concertos de Prokofiev, les sonates de Prokofiev. Donc, j'étais un peu étrange de cette façon-là, même si j'adore évidemment Chopin et Beethoven aussi. Mais bon, toute ma vie, c'est un personnage qui m'a suivi. Je m'identifie à lui beaucoup. Sa personnalité, en fait, je trouve qu'il a un ambitus expressif très, très vaste, beaucoup de variété. Il est capable de développer, hein, on parle de sonate, évidemment, de développer le discours, de changer de ton, de texture, d'atmosphère. Il est capable d'être très violent, d'être très doux. Et par rapport à beaucoup d'autres compositeurs, je trouve que ce qu'il a, c'est un sens de l'humour. Et un sens de l'humour fin, parce qu'il est capable de faire de l'humour grinçant, ce qu'on connaît aussi de Shostakovich, qui est très grinçant à ses heures, n'est-ce Oui, pas? oui. C'est comme ça Euh, qu'il est sorti devant Staline. oui, voilà. Prokofiev est capable de faire ce ton-là aussi, mais là aussi l'humour un peu plus fin de Mozart, qui était son compositeur favori. Hein, on y pense, ça peut surprendre, mais Prokofiev, c'était d'abord et avant tout un fan de Mozart. Et puis je trouve que l'humour de Prokofiev a plus de variété. Et puis, à mon sens, c'est un compositeur tellement complet Hmm. parce qu'il s'apparente pour moi plus à Mozart et à Beethoven qu'à, voire même Brahms, que j'adore, mais Oui, chez qui on trouve pas cet humour. ouais, c'est une modernité qui inclut toute l'histoire de la musique de piano, en fait. C'est ça qui est intéressant. Donc, Brahmsien, Beethoven auparavant, et donc, tout se retrouve même dans ces avancées modernes, alors que d'autres, comme tu le dis très bien, n'ont pas nécessairement, ne parcourent pas nécessairement toute l'histoire du piano classique à travers leur œuvre. Donc, c'est plus complet, comme tu le dis. Oui, puis bon, on connaît la première symphonie de Prokofiev, sa symphonie classique, qui est littéralement un hommage à Mozart Haydn. En fait, si on entend cette pièce sans contexte, on peut croire facilement que c'est une œuvre de Mozart ou de Haydn. Il est Mhm. capable de faire ce ton, c'est quelque chose qui l'a toujours intéressé. Et puis, donc, d'avoir ce sens du développement dramatique qu'on retrouve dans le style classique à l'origine et de le décliner aux harmonies à l'oreille du 20e siècle. C'est quelque chose qui fait admirablement. OK. Maintenant, attaquons le répertoire de cet album. Alors donc, essayons de passer en revue les enjeux de chacune des phases de cet album. Ben, ça commence ce disque avec la huitième sonate, qui est la troisième et dernière des sonates de guerre de Prokofiev. Donc les trois grandes sonates qu'il a composées pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'il était de retour en Union soviétique. Euh, Et puis, bon, pratiquement écrite sous les bombes, c'est sixième, septième et huitième sonate. Cette huitième date de 1944. C'est la plus longue des neuf sonates, peut aller jusqu'à 32 minutes en concert. C'est une œuvre de dimension symphonique euh, qui a une couleur extraordinaire, je trouve. Le premier mouvement est un mouvement lent qui dure 15 minutes. Bon, je le dis lent. Il y a beaucoup d'action là-dedans, évidemment, mais le ton, comme le décrit très bien George Nicholson, qui a fait les notes de programme pour le disque, avec son sens admirable du langage et de l'écoute. Très fin, Euh, Georges, que ah oui, j'apprécie beaucoup. ah oui, il est très fin, très intelligent, et puis il décrit le premier mouvement comme une sorte de stupeur narcotique dans, Ça ne dans le m'étonne pas de ton du lui. premier thème. Et puis, évidemment, ça devient très, très virtuose. Il y a euh, des passages qui sont très jazzés pour Prokofiev. Hein. On entend du jazz dans la septième sonate, on entend un peu le jazz de Gershwin, mais dans la huitième sonate, on entend le jazz de Brad Meldau. Il y a quelque chose de plus Ah oui, c'est sûr, contemporain. c'est sûr. Ah,
Prokofiev et Debussy et Ravel surtout sont Prokofiev et Ravel sont les deux compositeurs qui ont le plus influencé le jazz moderne. Et voilà, et Prokofiev et Ravel ont voyagé aux États-Unis. Ouais, c'est Prokofiev a ça. vécu là un bout de temps. Donc, évidemment, il y a cette influence, mais mélangée avec cette angularité soviétique que Prokofiev incarne si bien. Donc, dans la huitième sonate, tout ça se réalise dans une sorte de chef-d'œuvre. Je trouve que c'est la plus grande des 9 sonates, avec un dernier mouvement qui est une tarentelle très, très endiablée, virtuose, avec plein d'humour aussi, et puis des défis techniques monumentaux. Et ensuite, sur le disque, on passe à la neuvième sonate, donc très contrastante, j'en ai parlé plus tôt, d'un Prokofiev plus âgé, en moins bonne santé, plus calme. Mais, et tu vois, au début, cette sonate, Richter avait dit qu'il s'y intéressait un peu moins. Et plus tard, en fait, il s'est mis à la jouer et à dire, en fait, que c'est un chef-d'œuvre méconnu, d'une beauté rare. C'est une œuvre qui a quand même 4 mouvements, 22-23 minutes de longueur. Mais le ton est plus contemplatif, plus calme. Et Prokofiev fait ça tellement bien, c'est admirable. C'est un peu son opus 111, si on le compare à Beethoven. Ah oui. Euh, et pour terminer l'album, Les Sarcasmes, opus 17, donc une œuvre de jeunesse complètement sauvage, atonale, euh, difficile d'approche, difficile à jouer évidemment, mais qui avait beaucoup impressionné le cercle de compositeurs en fait autour de Prokofiev, qui avait vraiment un peu lancé sa carrière à un certain point. C'est son opus 17, donc évidemment. Il a composé ça en 1911-12. Et quand on écoute ça, on se dit, ah, c'est sûrement quelque chose qui a été composé après le Sacre du Printemps, après cette révolution sonore, mais non, en fait. Ça, c'est très, très frappant de voir à quel point Prokofiev osait déjà. On peut dire que c'était dans l'air. C'est pas Stravinsky qui a parti le bal, même si c'est cette œuvre-là qui a marqué l'histoire, mais c'est sûr que c'était dans l'air. Il y avait d'autres compositeurs qui s'intéressaient aux changements harmoniques, à cette expansion qui est devenue encore beaucoup plus considérable par la suite. Et même, par contre, chez Prokofiev, ben, il est resté quand même fidèle à ses enseignements antérieurs à cette révolution. Mhm. C'est ça, hein, c'est ça. Prokofiev a ce classicisme est capable de faire toutes sortes de choses. Il écrit beaucoup de ballets, évidemment, des mélodies très touchantes, très simples, mais aussi cet aspect de la révolution industrielle en musique. Moi, je trouve que c'est le compositeur qui a amené la révolution industrielle au piano. Ah oui, mais encore. Ben, si vous pensez à des œuvres comme les sarcasmes, comme la toccate, ces aspects motoriques, hein, des œuvres qui ont une sorte d'approche au piano qui est ta 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 Ah, ta, OK. un Plus peu comme ça. Ça, percussive, c'est plus percussive percutant, et donc rythmique, lourd, plus proche de la machine. percussion industrielle, c'est-à-dire une évocation des chaînes de montage que certains font. Exactement. On entend ça dans Prokofiev. Puis je trouve qu'il est le premier à faire ça au piano. Le piano, c'était l'instrument de Chopin, de Tchaïkovski, de Rachmaninoff, lyrisme, des belles harmonies, et tout ça. Et puis Prokofiev trouve une nouvelle approche dans l'écriture qui change complètement la perception qu'on va avoir par la suite des possibilités de l'instrument. Excellent. Et toi, dans la façon dont tu abordes ce répertoire-là, bien évidemment, tu complètes un cycle et donc tu as eu l'occasion de réfléchir à ton propre jeu. Le compares-tu aux autres parfois? Est-ce que tu t'inscris dans une esthétique précise de cette interprétation-là, de ces œuvres-là, ou encore tu n'y penses tout simplement pas, puis tu y vas naturellement, instinctivement? C'est sûr que j'essaie d'être au courant, informé des interprétations qui ont précédé, puis il y en a beaucoup de très importantes, d'admirables, évidemment, inspirantes. Euh, mais évidemment, ce qu'on fait comme interprète, c'est qu'on essaie d'absorber tout ça et puis éventuellement de trouver une façon avec tout ce savoir, si possible, toute cette information, de digérer tout ça finalement et d'amener notre propre vision. À ce moment-là, il faut un peu faire abstraction justement. Euh,
de tous ces aspects intellectuels, essayer de trouver une façon organique et personnelle d'exprimer ce qu'on veut vraiment dire. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ce passage-là? Euh, et pas toujours essayer de se comparer, à savoir est-ce que ça a déjà été fait de cette façon-là, tant que c'est authentique finalement. C'est là que le courant va passer. Oui, c'est excellent. Donc, un mélange des deux. Donc, l'instinct, finalement, est plus important, mais il y a quand même une recherche et Oui, aussi une identification des façons de faire avant de procéder. un instinct informé. C'est très, très bien résumé. Deux mots le suffisent. Alors, c'est parfait. Excellent. Et donc, maintenant, ça a déjà été exécuté sur scène à la Salle Bourget récemment. Il y aura d'autres concerts avec ce répertoire. Bien, évidemment, j'imagine que tu piges dans les 3 volumes, dans les 3 tomes de ce cycle-là. Oui, il y a eu le premier de 3 concerts qui a déjà eu lieu, en fait, c'était le 5 novembre dernier. Dans ce récital, j'ai fait la première sonate, la cinquième sonate, les sarcasmes et la huitième sonate. À venir, encore 2 récitals à Bourgie spécifiquement. Le 5 mars, il y aura la deuxième, la quatrième et la sixième sonate, euh, qui sont toutes des sonates qui sont très attachées à Beethoven. Pour moi, c'est le concert Beethoven un peu, celui-là. Et puis, le troisième et dernier concert aura lieu en juin à Bourgie, contiendra la neuvième sonate, un extrait de la dixième qu'il n'a jamais complété, la troisième sonate et quelques extraits de ballet de Prokofiev, et pour finir, la septième sonate, qui est la deuxième des 3 sonates de guerre, une œuvre évidemment très percutante pour terminer. Le cycle des 3 albums, donc, est traduit en concert. Ça fait 3 concerts. OK, Voilà, et 3 donc, est récitals. traduit en 3 concerts. Le deuxième en mars, le troisième en juin. OK. Alors donc, après le 3e volume ou le 3e chapitre de ce cycle Prokofiev, David Jalbert, y aura-t-il d'autres œuvres de Prokofiev ou on passe à un autre sujet lorsqu'il sera Oui, question? là, je vais changer d'air un peu après. Pas que j'aime pas jouer Prokofiev, mais ça va être bien de revenir à d'autres choses parce que ça s'est étalé sur plusieurs années quand même. Et puis, c'est sûr que j'ai eu la chance de jouer, pas tellement en récital, mais certainement avec orchestre d'autres compositeurs. Bon, je viens de jouer le concerto en sol de Ravel, Ré mineur de Mozart récemment. J'ai fait plusieurs troisièmes concertos de Rachmaninoff dans les dernières années. Ça m'a aidé à changer de ton parfois. Et puis bon, quand j'ai fait des récitals qui n'étaient pas tout Prokofiev, bon, il y avait un peu de Prokofiev, mais je pouvais jouer du Bach, du Chopin, là, ça faisait du bien de changer d'air un peu. Donc, après la fin de cette série-là, là, oui, je vais retourner à Schumann. J'ai un projet d'enregistrement de Korngold qui s'en vient, un compositeur qui est un peu méconnu, mais qui a écrit de la musique phénoménale. J'ai très hâte de m'y mettre. Ah oui, c'est intéressant. Donc, j'ai un projet pour enregistrer sa musique de chambre qui s'en vient. Euh, donc, puis bon, d'autres concerts solo, des récitals et peut-être un petit break de Prokofiev. Oui, et aussi, évidemment, il y a la charge de travail en pédagogie, c'est-à-dire que ton travail d'enseignant, et si tu es au centre de la formation pianistique à l'Université d'Ottawa, ben, c'est quand même une tâche énorme aussi. Ouais, c'est sûr que bon, j'ai 15 élèves à la fois, des groupes de musique de chambre, et puis bon, avec un poste de titulaire, évidemment, il y a beaucoup d'administration, de réunions, de recrutement. Alors, c'est sûr que oui, ça fait beaucoup, il faut pratiquer la nuit. Et puis bon, les étés, je suis à l'Académie Orford Music aussi, donc l'enseignement fait quand même partie de tout ça. Mais ça nourrit tout ça aussi. C'est sûr que ça nous prend des heures de pratique. Mais j'ai l'impression de devenir un meilleur musicien à force d'enseigner aussi et de Oui, devenir un meilleur prof à force de pratiquer. Ça va ensemble. oui, l'un peut aller très bien avec l'autre et l'un nourrit l'autre, effectivement. Oui. David Jalbert, merci beaucoup pour cet entretien généreux et bonne continuation. On sera en mars pour le volume 2 du cycle Prokofiev et le volume 3 sera en juin, toujours à la Salle Bourgie. Alors, super, merci beaucoup encore. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.